Bonjour à tous et bienvenue sur 3IS TV Show, édition spéciale Portes ouvertes. Dans cette première émission, nous parlerons d'actualité et de fractures sociales dans la société. Bonjour Christopher. Bonjour Mathilde. Avec nous en plateau Nicolas Robin-Plinade, délégué UPR des Yvelines pour parler politique. Bonjour. Bonjour. Par la suite, nous accueillerons Florian Gunouz pour parler de l'image de la police en France. Mais avant Christopher, je vous propose de regarder un reportage de Louis Tardy et de Jean-Baptiste Capella qui se sont rendus sur la manifestation contre la corruption des élus. Voter et de pas faire d'abstention. Le problème c'est que le vote blanc n'est pas comptabilisé, donc Là, voter on a blanc 3 minutes de reportage. non plus je pense pas, mais pour qui je vais voter je sais pas encore. Je Louis. pense que ça se décidera au moment où je serai Plateau, s'il te plaît. dans l'Île de Loire, parce que vraiment je sais pas encore décidé, c'est compliqué, c'est une décision qui est difficile à prendre et vraiment je sais pas du tout, je peux vraiment pas vous répondre là-dessus. Vraiment si je savais je vous répondrais sincèrement. Ça va être mais là, un je peu, sais je pas. pense. Non, pas réellement, non, pas vraiment. Je m'intéresse petit à petit avec tout ce qu'on entend en ce moment à propos de tous les hommes politiques. Donc je m'intéresse maintenant, mais on va dire que je m'y engage pas vraiment parce que je suis un peu perdu aussi, quoi. Je pense comme pas mal de jeunes de nos jours. J'imagine, enfin en tout cas j'espère que si tout le monde s'intéresse, il y aura peut-être des changements, pas radicaux c'est sûr, mais j'espère qu'au fur et à mesure ça changera, quoi. Donc je perds pas espoir, non. Je perds pas espoir. J'y crois, même si en ce moment ça se passe Il y a pas. tellement de règles. Personnellement, je ne fais absolument aucune confiance dans ceux qui ont dirigé le pays jusqu'à aujourd'hui et qui sans doute le dirigeront demain, tant qu'ils ne sont pas responsables devant le peuple, organisés, tant qu'ils ne sont pas révocables par les organisations de démocratie directe des travailleurs, des habitants. C'est clair et net. J'ai arrêté de m'engager dans les partis parce que je pense que c'est compliqué de faire changer les choses de l'intérieur de ces structures. Je crois qu'elles sont faites pour ne pas être modifiées et qui ne veulent pas que les gens s'expriment. Je suis engagé sur énormément de choses, mais la question de s'engager pour un parti politique, je pense que je suis vacciné maintenant. Eh bien, nous étions à Dubaï, tranquillement, chez nous, en train de faire du shopping, et François Fillon carrément nous a filé un petit coup de bigot, un petit coup de bigophone, et il nous a dit, en France, se passe quelque chose d'incroyable, nous embête, nous les puissants, nous les élites, il y a des rassemblements contre la corruption. Évidemment, nous avons accouru en jet et de Dubaï, et nous sommes là pour contrer cette idée que la corruption serait mal. Donc, je suis venu avec mes casseroles, vous avez pu le constater. Je suis fier de mes casseroles. Moi aussi, en tant que grand homme politique, eh bien j'ai mes casseroles, je les assume. Comme les plus grands, j'ai été inéligible, j'ai des affaires au derrière, mais j'en suis fier. Et pourquoi être inquiété? Puisque nous ne sommes pas inquiétés précisément. Nous n'allons pas en prison. Nous ne sommes pas jetés en prison. Est-ce qu'il y a un air de révolution ici? Nous avons été très heureux de constater, en effet, quand nous sommes arrivés, le peu de monde qu'il y avait. Et tout de suite, on a appelé Fillon, pas de souci, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, vraiment, personne n'est là. Les gens sont beaucoup plus marqués par la défaite du PSG. Et nous les comprenons, les Français, parce que les informations capitales, elles sont là. Je veux dire, la corruption, la pollution, c'est comme le soleil qui se lève, c'est des choses qui font partie de la vie, et c'est des choses qu'on doit accepter. De retour sur le plateau du 3IS TV Show édition spéciale Portes ouvertes, notre spécialiste politique Louis Tardy nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Louis. Bonjour. Messieurs, c'est à vous. Alors votre candidat est crédité de 1% des intentions de vote dans les sondages pour l'instant. Ça fait quand même pas beaucoup. Qu'est-ce que vous espérez? Alors, je pense qu'il faut prendre les sondages avec des pincettes, parce que si on regarde les dernières prévisions de différents pays d'Occident, je pense aux États-Unis d'Amérique, je pense à la Grande-Bretagne, tous les pronostics ont été déjoués. Le Brexit, par exemple, le Remain devait l'emporter à 52%, puis finalement c'est le contraire qui est arrivé, et je pense notamment chez vos confrères en France, peu avaient prévu la victoire de M. Trump. Donc je pense qu'on est dans une élection très ouverte, où tout est possible, et je ne vais pas vous répondre par un chiffre, je vous dirais, je pense qu'on sera la surprise du premier tour. D'accord, donc du coup vous êtes, là on est à 37 jours justement du premier tour. Il n'y a vraiment aucun candidat qui ne semble se démarquer, donc la population semble un petit peu moins s'intéresser aux élections. Est-ce que vous pensez que la France est en danger aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Le programme que nous développons est fondé sur un triptyque fondateur qui est la sortie juridique, paisible, sereine, unilatérale et définitive de l'Union européenne et de l'euro par l'application de l'article 50 du traité de l'Union européenne et de l'OTAN par l'application de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord pour restaurer notre démocratie, notre mode de vie, nos acquis sociaux, notre agriculture. D'accord, donc comment est-ce que ça pourrait être mis en place, sachant qu'aujourd'hui les Français sont quand même majoritairement pour l'Europe? Est-ce que vous pensez que justement le fait de vouloir sortir de l'Union européenne, ça va vous attirer des voix? Alors, que les Français soient majoritairement pour l'Europe, je ne sais pas sur quoi vous vous fondez pour dire ça, parce que si je prends par exemple les 2 derniers référendats auxquels les Français ont été conviés aux urnes, en 2005, les Français ont voté à presque 55% contre le traité établissant une constitution pour l'Europe, qu'en changeant 3 points virgule de M. Sarkozy, en réunissant les parlementaires par la procédure dite du Congrès à Versailles, a fait ratifier dans le dos des Français. Et le référendum précédent de Maastricht avait été avec une participation très faible, je crois que l'abstention c'était presque 50%, et il y avait eu 51% de vote pour. Donc que les Français soient pour l'Europe, j'en doute. Après, il faut voir exactement qu'est-ce qu'on met derrière cette Union européenne. Au niveau du Frexit, oui. Les Français ne se positionnent pas pour, c'est assez clair. Donc justement, est-ce que vous pensez que du coup, en gardant que l'Union européenne en champ de mire, les Français vont voter pour vous? Alors effectivement, ou alors vous avez peut-être un autre cheval de Vous soulignez quelque combat. chose, vous faites une allusion, effectivement il y a d'autres aspects très conséquents dans notre programme qui prévoient notamment la reconnaissance du vote blanc de plein exercice, le référendum d'initiative populaire, la révocabilité des élus, le non-cumul des mandats. Mais encore une fois, moi je vous parlais de notre triptyque fondateur. En fait, à l'Union populaire républicaine, nous sommes un parti d'analyse et de réflexion. C'est-à-dire que nous nous sommes fait connaître essentiellement par le biais des réseaux sociaux, en publiant des conférences du président fondateur et actuel candidat à l'élection présidentielle, M. Asselineau, qui sont longues, très longues, trop longues. Ça dure 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures, 4 heures. Le programme aussi, il faut pouvoir l'encaisser. Le programme aussi, il faut pouvoir l'encaisser. Voilà. Mais là, il a fait mieux, il l'a présenté, ça n'a duré que 3 heures et demie par rapport à 5 heures il y a 5 ans. Et en fait, on va au fond des sujets. Par exemple, les Français sont très surpris de voir qu'il y a une usine qui ferme tous les 2-3 jours ouvrables et qu'il y a entre 800 et 1000 emplois industriels qui disparaissent par jour ouvré. Mais nous, on explique pourquoi il y a des délocalisations. En fait, c'est très simple, il suffit de lire l'article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui dit, ouvrez les guillemets, dans le cadre des dispositions de ce présent article, toute restriction au mouvement de capitaux est interdite entre les pays membres, ainsi qu'entre les pays membres et les pays tiers. Donc c'est la libre circulation du fric. Donc naturellement, les entreprises délocalisent vers les pays à bas coût de salaire. Je ne suis pas sûr que les Français soient pour les délocalisations. Je ne suis pas sûr que les Français soient pour le chômage de masse. Et donc quand on explique vraiment qu'est-ce qui est derrière cette Union européenne, quelles sont les conséquences, et que tout ce qu'on nous vend comme l'Europe c'est la paix qui est une arnaque monumentale, l'Europe donne des subventions aux agriculteurs qui est une arnaque monumentale puisque c'est notre argent qu'on nous rend. Voilà, si on va au fond des choses, je ne suis pas si sûr que les Français soient pour. Je sais pas, mais en tout cas, en ce moment, au niveau de ce que veulent les Français, justement, on peut voir que l'élection politique, tous les politiciens proposent un renouveau, à chaque fois une révolution, comme le disent tous les candidats. Pourquoi est-ce que votre candidat à vous serait différent des autres, au final? Est-ce que ça pourrait apporter un vrai renouveau? Ou au final, c'est juste un discours qui est devenu banalisé dans la politique? J'ai 3 choses à répondre. Effectivement, sur ce qui est du renouveau, tout le monde se prétend candidat anti-système. Ça, c'est la formule choc, je suis anti-système, je suis anti-système. On se demande finalement qui est le système. Sur justement la révolution, c'était le titre du livre de M. Macron d'ailleurs, un banquier qui écrit un bouquin qui s'appelle Révolution, je trouve ça très rigolo. Sauf si on considère effectivement que la révolution, c'est faire un tour pour revenir à la même place. Dans ce cas-là, je concède la pertinence du titre de M. Macron. Moi, je pense que François Asselineau est un responsable politique de premier plan pour 3 raisons. La première, c'est qu'il ne parle que des sujets fondamentaux. Quand il considère qu'il y a des sujets qui sont clivants ou secondaires, comme le Burkini, comme l'affaire Dieudonné, le mariage pour tous ou je ne sais quoi, il les met de côté. Deuxièmement, il connaît très bien ses dossiers. Il a quand même fréquenté les allées du pouvoir pendant une vingtaine d'années. Il a fait 3 cabinets ministériels. Il a été directeur de cabinet au Conseil général des Hauts-de-Seine. Et puis troisièmement, il s'adresse à l'intelligence des Français. Il va au fond des choses. Et ça, je pense qu'il se distingue de tous les autres, parce que si on regarde le début de cette campagne, qui n'a même pas commencé, d'une minute à l'autre, le Conseil constitutionnel va publier la liste
les candidats, donc on va vraiment savoir qui est candidat, voilà, qui a les 500 signatures. Et pour l'instant, on est au niveau du caniveau, voire des égouts. On parle des costumes de l'un, des enfants de l'autre, des salaires des conjoints d'un troisième, etc. D'accord, donc justement par rapport au fait du coup, que les politiciens aujourd'hui, le fond est pas suffisamment mis en avant apparemment, pourquoi est-ce que vous, il y a quelques années maintenant, vous êtes engagé politiquement? Qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes dit tiens, je vais avoir envie de changer les choses? Alors, je vais essayer de vous répondre le plus brièvement possible. J'ai 37 ans, je suis ingénieur de formation. J'ai peu exercé en tant qu'ingénieur pendant un peu plus d'un an. J'ai préparé l'agrégation de mathématiques et j'ai exercé dans les Landes puis en Guyane. Je me suis installé en Guyane, j'ai acheté ma maison, j'ai commencé à faire ma vie dans ce magnifique département. Et puis en 2012, mon père a eu un très grave AVC qu'il a laissé hémiplégique, aphasique, incapable de s'alimenter. Et ma mère étant décédée il y a plusieurs années, je souhaitais m'occuper de mon père en fin de vie. Donc j'ai retraversé l'Atlantique pour être auprès de mon père 24 heures sur 24, ce que j'ai fait pendant 3 ans. Mon père est décédé il y a 1 an et 1 jour. Et j'avais beaucoup de temps libre parce qu'en fait je me faisais aider, j'employais des soignantes qui habitent d'ailleurs dans les parages et que je salue pour leur travail admirable. Et j'avais beaucoup de temps libre, donc je faisais de la musique et puis je me documentais sur Internet. Et je suis tombé sur une conférence de M. Asselineau. J'avais jamais adhéré à aucun mouvement politique, j'avais toujours voté, je dirais, plus par devoir que par droit, et peut-être plus souvent par rejet que par adhésion. Et en fait, en découvrant ces conférences, j'étais assez dubitatif au début, parce que je suis d'un naturel scientifique, assez sceptique, curieux. J'ai vérifié tout ce qu'il disait, ça m'a pris 1 an, donc j'ai regardé toutes ces conférences 2 fois. Voilà, apparemment vous en avez vu quelques-unes, effectivement il est très long, je confirme. Je suis allé assister à une conférence de l'UPR, et puis ensuite, juste avant d'adhérer, je voulais entendre des gens qui disaient du mal de l'UPR. Soit des personnes qui en étaient parties, et qui pouvaient avoir gardé un ressentiment, soit des journalistes qui tapaient dessus. Finalement j'ai franchi le pas, j'ai adhéré. Et moi je pense que si on ne s'intéresse pas à la politique elle s'intéresse à vous. Donc il y a un moment, je pense qu'il faut prendre les choses en main, et moi je considère ça plutôt comme un service, voire comme un devoir. Voilà, par rapport à... mes parents ne m'ont pas légué qu'un appartement et des assurances vie, ils m'ont aussi légué un nom de famille, un héritage culturel, familial, et puis des générations et des générations qu'ont fait la France. J'ai des origines du côté outre-Rhin, j'ai des origines du côté outre-Pyrénées, et du côté du père de ma mère, dans les Antilles françaises. J'ai un ancêtre qui était un esclave. Et moi, je souhaite... je ne m'engage pas pour mes enfants parce que j'en ai pas, mais par rapport à mes parents, je pense que c'est important de s'engager en politique. D'accord. Une dernière question maintenant. Donc, ce matin, un militaire s'est fait voler son arme à Orly. Aujourd'hui, il semble que la police soit la cible principale des attaques. Qu'est-ce que l'UPR voudrait faire pour remédier à ce genre de problème ? Alors c'est un sujet que je n'ai pas étudié parce que je ne sais pas exactement tout ce que propose l'UPR et je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. En revanche, j'ai 2 amis qui sont officiers et il y en a un qui a fait toute une série de patrouilles sentinelles et qui m'expliquait que c'était une immense arnaque. C'est-à-dire qu'ils patrouillent par 3, il y en a un seul qui a des munitions. C'est l'officier, les 2 autres ils ont des armes vides. En plus l'arme est cachetée, les munitions sont dans un dépôt, ce qui veut dire que si on tombe vraiment sur une personne dangereuse, il aura le temps de régler leur compte aux 3 personnes qui patrouillent. Nous attirons les dangers à l'UPR sur le fait qu'on est en état d'urgence depuis novembre 2015, c'est ça. Voilà, y compris en Guyane d'ailleurs. Je ne crois pas qu'il y ait encore une djihadiste, que c'est une aberration monumentale et qu'en plus il n'est pas appliqué. Parce que normalement il ne doit pas y avoir plus de rassemblement de 5 à 10 personnes. Donc par exemple la tuerie qui a eu lieu à Nice, si on avait appliqué l'état d'urgence, le camion n'aurait pas pu se faufiler à la promenade des Anglais. Il y a des flics qui peuvent débouler chez vous à 3h du matin sans passer par le contrôle d'un juge. Donc nous, on considère que c'est extrêmement dangereux pour les libertés publiques. Rajouter à ça la multiplicité des caméras de surveillance, le flicage généralisé des Français. Donc voilà, c'est plutôt sur cet aspect-là que nous voulons attirer le danger de la politique actuelle. D'accord. Je voudrais revenir sur quelque chose. Au début, vous avez parlé de votre programme et de la sortie de la France de l'Union européenne, apaisée et calmement. Aujourd'hui, on voit avec l'exemple de la Grande-Bretagne qu'il y a beaucoup de discussions, de tractations et de brouilles avec l'Union européenne. Est-ce que vous pensez qu'une sortie de la France apaisée, c'est possible aujourd'hui ? Tout à fait. Alors déjà, je pense que c'est possible. Comme vous l'avez dit, ça fait 10 ans qu'on dit, mais ça fait depuis que les Britanniques ont fait un référendum pour le Leave,
C'était il y a 8 ou 9 mois, ils ont préparé, affûté leurs outils de négociation et ils vont activer l'article 50 que nous appelons de nos voeux depuis 10 ans. Nous allons rester partenaires, voisins, amis, cousins, frères, employez le terme que vous voulez, des autres pays membres de l'Union européenne. Et vous pensez vraiment que les autres pays seront d'accord pour rester frères avec un pays qui les quitte ? Qui les quitte, ça dépend sur quel point vous vous placez. Je veux dire, si jamais vous regardez d'un point de vue industriel, je pense particulièrement à l'automobile, tous les constructeurs se jouent complètement du périmètre européen. Voilà, c'est pas votre cas, mais souvent on parle d'Ariane Espace ou d'Airbus, qui sont effectivement des exemples de coopération internationale remarquables, qui ne doivent rien à l'Union européenne. Je veux dire, dans Airbus, il y a toute une série de pays de l'Union européenne qui ne font pas partie. Et le principal pays dans Airbus, je ne sais pas si vous savez, pour la 380, c'est les États-Unis d'Amérique, qui font toute l'électronique embarquée, les moteurs Pratt & Whitney, pour 38%, je crois. C'est fabriqué dans le Texas. Voilà. Nous sommes en faveur de la coopération internationale. On ne veut pas se replier sur l'Europe, même si je caricature un petit peu, je dirais entre blancs chrétiens. Parce que derrière, si vous avez lu 1984 de George Orwell, vous voyez qu'il se profile le choc des civilisations. Et nous, on trouve que c'est très dangereux d'aller vers des conflits avec la Russie. Je pense par exemple à ce qui se passe en Ukraine et ce qui va se passer maintenant que l'hiver se termine et que les Russes n'ont plus le chantage du gaz ukrainien, ou en conflit avec le monde arabo-musulman. Voilà, nous considérons qu'au XXIe siècle, la France doit être ouverte sur le monde, principalement les pays de la francophonie, et bien sûr avec nos voisins européens. Donc il ne s'agit pas de les quitter, il s'agit de sortir de deux traités. Le traité de l'Union européenne qui date du traité de Maastricht, le traité du fonctionnement de l'Union européenne qui date du traité de Lisbonne de 2007, et d'un troisième traité, le traité de l'Atlantique Nord de 1949. Mais nous sommes liés au reste du monde par 6648 traités. On veut juste sortir de 3, comme on résilie un forfait de téléphone portable. D'accord. Merci messieurs. C'est l'heure de passer à un autre conflit, Christopher, et de parler des forces de l'ordre et de la violence entre la police et les citoyens. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va marquer une courte page de pub. Il y a eu un minimum qui a pris l'arme d'un militaire. Et du coup, ils ont répliqué, en fait, ils l'ont abattu. Donc tout est bloqué. Pour le changement ? Ah oui, oui, oui. Du coup, tu peux demander à l'autre réflexion. Sur la sécurité. C'est bon ? Mais vous pouvez venir ? Est-ce que... Non, c'est celle-là qui s'en va. Et tu peux me dire de venir ? Non, de l'autre côté. De l'autre côté, ouais. Ouais, non, bah laisse. Ok, alors on est où là ? Et pourquoi l'autre côté ? Le truc qui a changé la chose. J'ai même pas vu. Ok, c'est pas grave. Oui, c'est ça. De retour dans le 3e TV Show édition spéciale Portes ouvertes, avec nous sur le plateau Florian Bunoust. Bonjour. Vous êtes étudiant en master sciences politiques. Oui. Pour commencer, selon vous, depuis combien de temps ce climat autour de la police règne en France ? Le climat de défiance vis-à-vis de la police a toujours régné en France, parce que la police, elle est faite pour faire respecter l'ordre édicté par l'État, et donc forcément, pas tout le citoyen n'est en accord avec ces lois. Donc il y a défiance. Le climat de violence, parce qu'il faut parler de violence, je pense, envers les forces de l'ordre a éclaté, je pense, on peut dire, avec la loi qui a été promulguée juste après l'état d'urgence. L'état d'urgence a mis en place certaines mesures de restriction et a accru fortement les missions de la police, ce qui a accentué la fatigue, la mobilisation des forces de l'ordre et donc les tensions
au sein des forces de police. Et bien sûr, une minorité, toujours on peut dire de casseurs, de voyous, tout ce qu'on veut, en abuse. Voilà. Donc il faut reprendre les choses dans leur contexte. On se souvient surtout des événements des banlieues en 2005, où il y a eu aussi l'état d'urgence. Mais l'état de défiance a toujours été là. Il est périodique, il n'est pas constant, mais il est périodique. Mais il atteint en ce moment des proportions assez démesurées. On pense notamment avec l'affaire Théo, à Aulnay-sous-Bois, qui a mis un peu le feu aux poudres et qui a engendré la surviolence. Alors que les manifestations étaient tout à fait pacifiques, à Aulnay-sous-Bois, même à la place de la République à Paris, et qu'elles ont dégénéré du fait de certains casseurs. Ouais. Alors avant d'approfondir l'interview, on va d'abord regarder un reportage pour mieux comprendre le malaise qui règne en ce moment autour de la police. 15, forces de l'ordre étaient applaudis par les Français. Aujourd'hui, manifestation, jet de projectiles, slogan anti-flic. L'affaire Théo a attisé des violences d'une partie de la population. C'est bon ? Tu peux m'amener ma bouteille, s'il te plaît. Tu peux m'amener ma bouteille, s'il te plaît. Tu fais assistant plateau ? Oh, c'est gentil. On est chouchoutés, hein, ici. Des années 2000, le gouvernement de Jospin. Il fait très chaud là. Encore là où vous en sortez bien, ils ont baissé un peu. Mais Il y a eu une volonté de refaire du lien social au début des années 2000. C'est Christopher. Pour montrer qu'elle s'en préoccupait, ils ont voulu généraliser la police de proximité partout en France, mettre du bleu, avec les gens voient du bleu dans les rues. Et le problème, c'est qu'on l'a fait à effectif constant. Et donc, on a fait avec les moyens du bord. Et en fait, on s'est éparpillé partout en France. Et ça a été un échec total. Pourquoi cette politique a-t-elle échoué ? On est passé d'un extrême à l'autre. On est passé du tout préventif au tout répressif. Et on n'a pas su trouver un équilibre entre les deux. Parce qu'on ne peut pas faire du tout préventif dans des quartiers difficiles où il y a des problèmes de délinquance. Et de l'autre côté, on ne peut pas faire du tout répressif pour régler les problèmes sociaux dans ces quartiers-là. L'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture s'est penchée sur les violences policières. Il y a un an, publié un rapport qui s'appelle L'ordre et la force, qui fait l'état des lieux entre 2005 et 2015. C'était un état des lieux qui est chacun posé, qui nous a permis de faire un bilan. Plus bas que tout à l'heure. Non, mais sérieux. 5, 4, 3, 2, 1. Florian Bunoust, pour rappel, vous travaillez auprès d'un groupe de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous nous avez parlé de l'état d'urgence, tout ça. En 2 ans, comment a-t-on fait pour passer de l'esprit Charlie, où la police était vénérée, à l'esprit tous pourris aujourd'hui ? L'esprit tous pourris est à nuancer. Je crois que vous peut-être faites référence à la condamnation d'un policier, peut-être qui avait détourné de la drogue au 36 quai des Orphées. Il a été condamné hier. C'est très bien, parce qu'il faut sanctionner ce genre de comportement. En revanche, le tous pourri, je pense qu'il ne faut pas l'accepter, ni même le revendiquer. C'est l'impression qu'a une bonne partie de la population française aujourd'hui. On le ressent dans les manifestations, on a l'impression que toute la police aujourd'hui est gangrénée selon ces manifestants. Ça c'est totalement faux. Je pense les Français peuvent se le rendre compte tous les jours en descendant dans leur ville, dans leur quartier. Ils voient des policiers en train de patrouiller, de rendre service, de surveiller, d'assurer une protection réelle par des patrouilles, par de la proximité. Même si la police de proximité, elle peut être remise en question et on pourra en parler. L'esprit tous Charlie, il est arrivé du jour au lendemain parce qu'on a vu, les Français ont vu sur l'écran de télévision ce dont ils étaient capables du jour au lendemain, c'est-à-dire être opérationnels, assurer la sécurité, libérer des otages, faire face à une menace terroriste imminente et grave
sur le territoire national et en particulier sur la capitale. Et le tous pourri, c'est parce qu'on demande beaucoup plus et encore davantage aux policiers et qu'on ne met pas forcément les moyens qu'il faut. Et c'est l'État qui doit mettre les moyens nécessaires pour que les policiers accomplissent leur mission dignement. Alors le tous pourri, c'est très facile de le dire, mais je pense que les policiers qui nous regardent aujourd'hui ne sont pas du tout de cet avis. Et vous pensez que du coup il faut un nouvel attentat pour redorer l'image de la police ? Vous savez, les attentats, il y en a presque tous les jours, sans qu'on le sache. Il y en a eu une petite série cette semaine avec de moindres mesures, certes, mais ce sont des attentats terroristes. Encore ce matin, à Orly, l'aéroport a été évacué parce on peut caractériser ça d'attentat. Peut-être qu'il y a un lien avec l'affaire Astin qui est en cours. Les services de renseignement font le maximum et ils sont très présents et très sollicités. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, on l'a vu avec l'attentat d'Orly ce matin, c'est que les terroristes n'hésitent plus à s'attaquer aux forces de l'ordre et aux puissants en général. Est-ce que vous pensez que les manifestations et l'image qu'a la police aujourd'hui en France favorisent ce type d'actes ? Les policiers sont des cibles potentielles. Cibles potentielles parce que, ils sont en uniforme, ils sont des représentants de l'État, c'est-à-dire de la force, du pouvoir. On l'a vu encore au Louvre récemment, une patrouille sentinelle a été attaquée. Je crois que tout à l'heure le représentant de M. Asselineau critiquait l'état d'urgence et l'opération Sentinelle. Si le militaire n'avait pas été armé, il n'aurait jamais tiré sur l'assaillant, il ne l'aurait jamais neutralisé. Donc ça, ce sont des accusations à relayer de côté très rapidement. Le climat actuel, les Français se rendent compte qu'il y a nécessité à intervenir et à agir. Et cette nécessité passe par des mesures exceptionnelles, à tout événement exceptionnel. Contrairement à ce qu'a dit le représentant de M. Asselineau, vous pensez que l'état d'urgence tel qu'il est pratiqué aujourd'hui en France est suffisant pour prévenir les risques d'attentats ? Il n'est pas suffisant. Il a fallu attendre l'attentat de Magnanville pour que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, autorise les policiers à être armés hors service. C'est une très bonne mesure, il faut la saluer, elle porte ses fruits, parce que vous comprenez bien que c'est davantage dissuasif d'attaquer quelqu'un si vous pensez qu'il est potentiellement armé. Voilà, si vous savez qu'il n'est pas armé, vous pouvez y aller, vous pouvez l'attaquer, il ne répliquera pas avec son arme. Là, ça met le doute sur l'assaillant. Cet individu est-il armé ? Donc est-il policier ? L'état d'urgence, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant, encore une fois. Et il faut que des mesures complémentaires de la loi, c'est-à-dire du code pénal, viennent renforcer l'arsenal de protection des citoyens. Quel type de mesures vous préconiseriez, vous ? La loi sécurité publique a été votée récemment à l'Assemblée nationale, ouvre une porte, c'est-à-dire libéraliser le port d'armes, tout en l'encadrant. C'est-à-dire un ancien militaire, par exemple, pourrait très bien rejoindre une unité spéciale de la garde nationale. Des policiers en civil pourraient être très bien armés en dehors du service, mais aussi dans le cadre familial. On parle aussi des réservistes, les douaniers. Il faut armer les douaniers hors service. Ce n'est pas normal. Ce sont des fonctionnaires qui assurent la sécurité de nos frontières. Et une fois qu'ils sortent de leur travail, ils ne sont pas armés. Pourquoi les policiers et pourquoi pas les douaniers, par exemple ? La question de la police municipale aussi. Faut-il armer la police municipale ? Ça, c'est une prérogative des mairies. Les maires ont ce pouvoir-là. Il me paraît intolérable, et je pense qu'il faut agir là-dessus, que la police municipale, déjà à Paris, n'existe pas, et de manière, il faut accroître la présence policière sur des grandes villes. Voilà. Il y a toute une série de mesures complémentaires qui doivent d'abord compléter l'état d'urgence, mais ensuite s'y substituer, parce qu'on ne peut pas monopoliser des militaires de manière continue sur le territoire national. Vous pensez aujourd'hui que la France manque d'effectifs ? Les armées ne manquent pas d'effectifs. Les états-majors sont d'accord là-dessus. On peut avoir des projections en OPEX assez opérationnelles, efficaces d'ailleurs. Nos armées l'ont prouvé. Mais nos armées n'ont pas vocation à rester et à devenir les gardiennes de la citoyenneté quotidienne en France. Voilà, ce n'est pas leur rôle. On va reparler un petit peu des violences. Selon vous, est-ce qu'elles vont rentrer dans l'histoire, toutes les violences qu'il y a en ce moment ? Rentrer dans l'histoire, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand nos enfants seront à l'école, est-ce qu'ils vont les étudier ?
Les étudier, ces violences, je ne vois pas l'intérêt de les étudier, si ce n'est étudier l'indiscipline, le manque de cohésion nationale, étudier le non-respect de la loi, oui, ça pourrait entrer de manière négative. Mais du coup, comment vous voulez pacifier les relations entre les policiers et la population ? Les pacifier, vous savez, c'est très simple. Je crois que dans votre reportage, il y avait un commentaire sur la CAT, qui étudie les violences policières. Moi, je pars d'un constat très simple. Si quelqu'un est victime de violences policières, c'est qu'il y a deux raisons. C'est qu'il est en face de CRS. S'il est en face de CRS, c'est que soit qu'il fait partie d'une manifestation et qu'elle est autorisée, et qu'elle déborde. Ça peut arriver. Ou bien, si on est en face d'un CRS, c'est qu'on fait partie d'une manifestation qui n'est pas autorisée. Donc, notre présence, la présence sur une manifestation non autorisée est contraire à la loi. Quand on est contraire à la loi, je pense que on se présente, on risque de faire, d'être victime, entre guillemets, collatérale des forces de l'ordre. Et pourquoi maintenant, pendant les manifestations, on est obligé de subir la violence ? Non, on n'est pas obligé de subir la violence. Moi, je n'ai jamais subi de violence policière parce que je n'ai jamais participé à une manifestation interdite. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes en période présidentielle. On voit que depuis François Mitterrand, chaque président a eu le droit à son épisode de violence policière et de polémique. Est-ce que vous pensez que les candidats aujourd'hui prennent à la légère ce problème ? Les candidats présidentiels ne le prennent pas à la légère. Parce que quel que soit le grand gagnant de l'élection présidentielle, il aura affaire à une France qui commence à être de plus en plus divisée. Il aura affaire à une France qui devra réfléchir sur l'état d'urgence. Le président de la République l'a annoncé il y a 48 heures, l'état d'urgence sera en vigueur jusqu'au 14 juillet. Entre guillemets, je laisse ça à mon successeur, il se débrouillera comme il pourra. Et la nouvelle majorité aussi devra statuer. Doit-on prolonger l'état d'urgence ? Je pense que les candidats ils sont assez responsables, pour une partie d'entre eux, de se poser la question, que devons-nous faire pour la sécurité des Françaises et des Français ? Et vous pensez aujourd'hui que la situation telle qu'elle est en ce moment sera une situation sans précédent au moment d'une élection présidentielle ? Il y a beaucoup de choses qui sont sans précédent pour cette élection. C'est une élection assez chaotique, assez difficile. On parle beaucoup de tout et peu du fond. Elle restera, oui, peut-être dans un climat de défiance, avec beaucoup de questions sur la démocratie, beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on doit faire pour notre pays, pour l'avenir, et quel chemin doit-on prendre ? Est-ce qu'on doit prendre le chemin du laxisme généralisé ou est-ce qu'on doit prendre le chemin de la sécurité, sans parler de climat sécuritaire, pas du tout la même chose. Est-ce qu'on doit réformer en profondeur ? Est-ce qu'on doit accompagner ? Est-ce qu'on doit avoir plus d'effectifs ? Tout ça, je pense que les candidats doivent se poser la question. Est-ce que pour vous, l'éducation aussi des jeunes à l'école, au respect des forces de l'ordre et tout ça, ça doit être une mesure prise pour favoriser la diminution des violences policières ? La police, on dit souvent la police de proximité, elle a vocation à éduquer les enfants ou les jeunes qui sont dans des secteurs un peu difficiles. Pas du tout. Je ne pense pas que ce soit la mission première de la police. L'éducation des enfants, c'est le rôle principal des parents dans un premier temps. Suivre le cercle familial suit. Puis il y a le sport aussi, qui est un encadrant majeur avec la discipline, la cohésion. Et enfin, il y a les associations. Je pense qu'ils doivent faire aussi leur travail, même si ce n'est pas leur mission principale. Mais l'éducation passe avant tout par les parents. C'est essentiel. Vous pensez que dans ces quartiers dont vous parlez, la police, on leur en a demandé trop ? On leur a demandé beaucoup de choses, sans forcément mettre les moyens qui vont avec. Et on parle souvent de quartiers de non-droit. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Il y a des quartiers où les policiers n'osent plus mettre les pieds parce qu'ils ne vont servir à rien, leur action ne servira à rien, ça va recommencer. Les trafics ne cesseront pas du jour au lendemain si on ne met pas les moyens nécessaires, c'est-à-dire non pas de démantèlement, mais désenclavement social. Il faut désenclaver les quartiers sensibles. Parce que les cités, ce sont à la fois la ghettoisation de la population, mais c'est aussi la plaque tournante des trafics qui ne profitent pas aux petits dealers, mais qui profitent à des réseaux bien plus importants. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Mais merci à vous. C'est la fin de cette émission. Christopher, merci. Merci Mathilde. On se retrouve cet après-midi pour une deuxième partie du 3IS TV Show. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. C'est nous deux encore. Ouais, mais je peux pas l'enlever. Là vous avez... C'est vous qui retournez sur Instagram ? Ouais. Exactement la même chose ?
Parce que je ne peux pas. Ça fait 5 ans que c'est enlevé, parce que je ne sais pas si elles sont encore. Là, c'est ça, on a un même, tout ce que tu veux, c'est. Je vais avoir un coup de soleil.